Un homme noir, simple et vêtu modestement, est humilié dans une agence bancaire accusé de fraude. Son retrait refusé par pur préjugé, mais il y a un rebondissement lorsqu'il révèle être le PDG et que le directeur s'en sort très mal, devant tout le monde. La matinée s'étirait paresseusement sous un soleil prometteur de chaleur, mais à l'intérieur de cet édifice de verre et d'acier, la climatisation maintenait une froideur impersonnelle. Il entra sans bruit, une silhouette discrète parmi la hâte et l'indifférence de la métropole. Sa casquette de baseball, légèrement délavée, couvrait une partie de son visage et son sac à dos usé pendait d'une épaule, semblant lourd du fardeau invisible d'une vie simple. Ses baskets, marquées par le temps et l'asphalte, complétaient l'image de quelqu'un qui ne cherchait pas l'attention, peut-être même l'évitait. C'était juste un jour de plus dans une agence bancaire animée de Paris, un microcosme de la société où les apparences dictaient souvent le traitement. Et son apparence, à ce moment-là, criait ordinaire, ou pire, insignifiant. En franchissant la porte tournante, le contraste entre l'extérieur bruyant et l'intérieur silencieusement jugeant était palpable. Le sol poli reflétait la lumière froide des lampes fluorescentes et le murmure bas des conversations et le cliquetis des claviers formaient une bande sonore monotone. Les employés, impeccablement vêtus de leurs uniformes, se déplaçaient avec une efficacité calculée derrière les comptoirs. Leur sourire, quand ils existaient, semblait réservé aux clients au profil adéquat. Il prit un ticket au totem électronique, un geste mécanique qui l'insérait dans l'engrenage de l'attente. La file s'étirait comme un serpent patient, chaque personne plongée dans sa propre anxiété ou son ennui. Personne ne le remarqua vraiment. Et s'ils le remarquèrent, ce fut avec ce regard rapide et évaluatif qui catégorise et rejette en quelques millisecondes. Le simple t-shirt, le jean usé, le sac à dos de marché, tout contribuait au récit silencieux que l'agence semblait écrire pour lui, un de plus dans la foule sans importance. Mais la quiétude dans ses yeux, cachée sous la visière de sa casquette, gardait une intensité que peu percevraient. Chaque détail de cet environnement, chaque interaction observée, était absorbé avec une précision presque clinique. L'employé qui répondait avec impatience à un vieil homme luttant avec l'application sur son téléphone, la femme en uniforme de cuisine, un enveloppe froissée à la main attendant depuis près d'une heure, ignorée. Il voyait et ressentait tout cela, non pas comme un observateur distant, mais avec la mémoire vive de celui qui avait déjà été à cette place, de l'autre côté du comptoir de l'indifférence. Il y avait un but derrière cette façade de simplicité, une décision délibérée, mûrie au fil des semaines, alimentée par des échos de voix qui lui parvenèrent de loin. Des récits d'humiliation, de portes fermées au nez, de regards de mépris déguisés en protocole. C'étaient les histoires des invisibles, de ceux dont la dignité était érodée par l'arrogance institutionnelle. Il savait qu'il devait voir de ses propres yeux, sentir sur sa propre peau, car, des années auparavant, avant les costumes coûteux et les bureaux avec vue panoramique, il était l'un d'eux. Il se souvint de la première fois qu'il entra dans une banque, un jeune homme avec de grands rêves et des poches vides, essayant d'ouvrir un compte. Il se souvint du rire contenu de l'employé en entendant son nom de famille, du regard de dégoût quand il mentionna son humble travail. Ce jour-là le marqua, gravant au fer rouge la promesse silencieuse qu'un jour, il changerait cela. Et maintenant, au sommet de sa carrière, il était de retour à la base, déguisé, prêt à affronter la réalité que tant de gens essayaient de cacher. Cette agence, ironiquement, était l'une de celles qu'il avait lui-même aidées à moderniser. Les systèmes, les meubles, les politiques d'inclusion, tout était passé par son bureau. Mais le véritable changement, il le savait, ne résidait pas dans la technologie ou la décoration, mais dans le cœur des personnes qui y travaillaient. Il n'était pas là en tant que PDG, l'homme puissant dont le nom était synonyme de succès, sur le marché financier. Jules Martin, à ce moment-là, n'était qu'un de plus dans la file, un test silencieux pour un système qui, malgré tout son vernis de modernité, semblait encore échouer lamentablement sur l'essentiel. Traiter chaque être humain avec respect. Et ce qui était sur le point de se produire ce jour-là changerait non seulement la vie de quelques personnes à l'intérieur, mais peut-être, juste peut-être, commencerait à tourner une page dans l'histoire de cette institution. Les minutes s'étiraient, mesurées non par l'horloge mais par la cadence lente de la file et l'atmosphère chargée d'attentes non dites. Jules resta là,
immobile, une statue d'observation dans le flux constant de personnes. Chaque regard qui croisait le sien, chaque geste impatient des employés, chaque soupir résigné des clients, tout était une donnée, une pièce du puzzle qu'il était venu assembler. Ce n'était pas seulement l'attente physique qui le consumait, mais l'attente d'une confirmation douloureuse. Les récits qui l'avaient poussé à cette mission résonnaient dans son esprit. J'ai été traité comme si je n'existais pas. Ils ont dit que je n'étais pas faite pour avoir un compte ici. La façon dont ils m'ont regardé, et là, en pratique, il envoyait les signes. La façon dont certains clients étaient servis avec un sourire forcé, tandis que d'autres, d'apparence plus humble, recevaient des réponses courtes et des regards de dédain. À ses côtés, une dame, aux cheveux gris avec des sacs de course dans les bras, semblait perdue devant le totem à tickets. Sa voix était basse et hésitante en demandant de l'aide à une employée derrière la vitre. La réponse vint rapidement, froide, sans même un mouvement de tête. C'est là, sur l'appareil. Il suffit d'appuyer sur le bouton. La dame, visiblement confuse, murmura quelque chose sur le fait de ne pas savoir utiliser ces choses modernes. L'employé se contenta de pointer du doigt avec impatience, reportant son attention sur l'écran de l'ordinateur. Jules sentit un pincement au cœur. C'était la même scène, la même indifférence qu'il avait entendue tant de fois. Sans réfléchir, il fit un pas en avant. « Laissez-moi vous aider, madame », dit-il avec un sourire sincère. Il guida la main tremblante de la femme jusqu'au bon bouton, prit le ticket et lui offrit la place vacante à ses côtés. « Voilà, madame. »« Dubois », répondit-elle, les yeux embués de soulagement et de gratitude. « Merci, mon fils. Vous êtes différent. On entre ici et on a l'impression de déranger. Ils nous traitent comme des ordures. » Ces mots, « ils nous traitent comme des ordures », frappèrent Jules avec la force d'un coup de poing. C'était l'essence de tout ce qu'il était venu enquêter. Tandis que madame Dubois s'installait, une employée passa en hâte dans le couloir, et en sentant l'odeur subtile qui émanait du sac à dos de Jules, peut-être l'odeur de sueur, de poussière de la rue, elle fronça le nez avec une expression de dégoût à peine dissimulée. Elle murmura quelque chose au vigile le plus proche, garder un œil sur celui-là que Jules capta parfaitement, bien qu'il fît semblant de ne pas entendre. Chaque petit geste, chaque regard, chaque murmure était une brique dans le mur, de préjugés qu'il sentait s'élever autour de lui. La tension montait subtilement, presque imperceptible pour qui ne cherchait pas. Le vigile l'observait maintenant avec plus d'attention, ses yeux parcourant la silhouette simple, cherchant quelque chose qui justifierait la méfiance. D'autres clients dans la file commençaient à remarquer le mouvement discret, leur regard curieux se fixant sur lui. Finalement, après ce qui sembla une éternité, le numéro de son ticket s'illumina sur le panneau. C'était son tour. Il se dirigea calmement vers le guichet indiqué, où une jeune employée nommée Chloé Dupont sur son badge l'attendait avec une expression mêlant ennui et une pointe de méfiance. « Bonjour, dit-elle, sans chaleur dans la voix. En quoi puis-je vous aider ?»« Je voudrais faire un retrait, répondit Jules, sa voix basse et contrôlée. « Quel montant ?» demanda-t-elle, tapant déjà quelque chose sur le clavier, sans le regarder dans les yeux. « 72 000 €. La main de Chloé s'arrêta en l'air. Elle leva brusquement la tête, ses yeux parcourant la silhouette de Jules de la tête aux pieds. Un sourire incrédule, presque un ricanement, apparut sur ses lèvres. Il semblait qu'il avait raconté une mauvaise blague. « 72 000 » répéta-t-elle, comme si elle n'avait pas bien entendu, ou comme si elle s'attendait à ce qu'il corrige en 72 €. « Oui, 72 000 » confirma Jules, gardant son calme. Le sourire disparut du visage de Chloé, remplacé par une gravité forcée et une méfiance encore plus grande. « Vos papiers, s'il vous plaît » demanda-t-elle, la voix maintenant plus ferme, presque accusatrice. Jules lui tendit sa carte d'identité et sa carte bancaire. Tandis qu'elle tapait les données dans le système, l'expression de son visage passa de la méfiance à la surprise, puis à une perplexité évidente. Elle marmonna quelque chose d'inaudible, les yeux fixés sur l'écran. « Ce compte n'est pas le vôtre, monsieur ?» demanda-t-elle, la voix étranglée par l'incrédulité. « Bien sûr que si. Vous pouvez vérifier avec mon numéro de sécurité sociale, » répondit Jules, sa patience commençant à être mise à l'épreuve, mais toujours sous contrôle. Chloé le regarda de nouveau avec un regard qui ne cherchait pas de confirmation, mais plutôt une justification pour ce qu'elle voyait à l'écran et ce qu'elle voyait devant elle. C'était un regard de pur jugement.
Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, quelqu'un avec votre apparence n'a pas ce genre de solde sur ce compte. Cela ressemble à une fraude. Nous allons devoir enquêter. » L'accusation plana dans l'air, lourde et injuste. Jules sentit l'indignation monter, mais la garda, sous contrôle. C'était le moment qu'il attendait. « Alors, appelez le directeur, s'il vous plaît, » dit-il, sa voix toujours calme, mais avec une fermeté qui surprit Chloé. Elle hésita un instant, mais composa un numéro interne. Tandis qu'elle parlait à voix basse au téléphone, ses yeux revenaient vers Jules, et l'expression de son visage laissait clairement entendre ce qu'elle pensait. En raccrochant, elle le regarda avec un mélange de supériorité et de mépris. « Le directeur arrive. Mais monsieur, juste pour vous prévenir, utiliser de faux documents est un crime. Nous allons devoir appeler la sécurité de la banque. » La menace voilée, la présomption de culpabilité basée uniquement sur son apparence, fut la goutte d'eau. L'ambiance dans l'agence changea. Les conversations cessèrent. Tous les regards étaient maintenant tournés vers le guichet où l'homme, à la casquette et au sac à dos, était confronté. Le piège était tendu. Et Jules, le PDG déguisé, était en plein centre. Le brouhaha dans l'agence diminua, remplacé par un silence attentif. Tous les regards convergeaient vers le guichet où Chloé, visiblement nerveuse, attendait l'arrivée du directeur. Jules resta debout, son sac à dos toujours sur le dos, le calme extérieur contrastant avec la tempête qui commençait à se former en lui. Il sentait le poids des regards, la curiosité mêlée au jugement silencieux des autres clients. C'était exactement ce qu'il avait besoin de témoigner. Quelques minutes plus tard, un homme sortit d'une salle à l'arrière. Sa présence était imposante, marquée par un costume impeccable, des chaussures qui brillaient sous la lumière artificielle et un parfum cher qui annonçait son arrivée avant même qu'il ne soit vu. C'était Paul Durand, le directeur de l'agence. Il marchait d'un pas ferme et répété, une aura d'autorité artificielle l'entourant. « Que se passe-t-il ici, Chloé ?» demanda Paul, sa voix assez forte pour être entendue par ceux qui étaient les plus proches. Chloé expliqua rapidement la situation, ses yeux cherchant l'approbation de son supérieur. « Ce monsieur, il veut retirer une très grosse somme, 72 000 €. Les documents correspondent, mais le compte ne semble pas être le sien. Son apparence ne correspond pas au solde. » La dernière phrase fut prononcée à voix basse mais chargée d'insinuation. Paul ne regarda même pas Jules immédiatement. Il se tourna vers le vigile d'un signe de tête, un ordre silencieux. Ce n'est qu'alors que ses yeux se posèrent sur Jules, le parcourant de la tête aux pieds, avec le même regard évaluatif et dédaigneux que Jules avait déjà rencontré sur d'autres visages ce matin-là. « Vos papiers, s'il vous plaît, » dit Paul, la voix polie, mais avec une froideur calculée. « Ils ont déjà été présentés, » répondit Jules, sa voix gardant un ton calme et contrôlé. Paul prit les documents des mains de Chloé, y jeta un coup d'œil rapide et laissa échapper un rire court et sarcastique. « Et vous espérez retirer 72 000 €, habillé comme ça ?» L'humiliation était explicite et hontée. Il n'y avait plus de déguisement de protocole. C'était du pur préjugé. Certains clients dans la file rirent discrètement, complices silencieux du sarcasme. La file s'arrêta complètement. Tous assistaient à la scène, certains avec pitié, d'autres avec la satisfaction morbide de celui qui assiste à un escroc démasqué. « Monsieur, je suis désolé, mais il est évident qu'il y a quelque chose de très étrange ici, » continua Paul, sa voix prenant un ton de supériorité. « Ce type de mouvement financier ne correspond tout simplement pas à votre profil. » La phrase « votre profil » résonna dans l'agence, chargée de tout le poids du jugement social et économique. Jules sentit la colère monter, mais la garda contenue. Il avait besoin que cela aille jusqu'au bout. « Abrégeons cette conversation, » dit Paul, croisant les bras, sa patience épuisée. « Vous avez deux options. Soit vous me dites maintenant qui vous a envoyé faire ça, qui est le véritable propriétaire de ce compte, soit j'appelle la police. J'en ai assez de ces arnaques bon marché. » L'accusation directe, la présomption de culpabilité sans aucune preuve autre que son apparence, était le summum de cette farce. Jules regarda autour de lui. Il vit les visages curieux, les regards de mépris, l'indifférence. Des gens qui, comme lui, étaient clients de cette banque, mais qui maintenant le jugeaient sur la base du récit créé par Paul et Chloé. « Alors vous pouvez appeler la police, » dit Jules, sa voix ferme, regardant directement dans les yeux de Paul. Il n'y avait aucune hésitation, aucune peur, aucune nervosité dans sa posture.
Paul parut surpris un instant par la réponse inattendue, mais retrouva vite son aplomb. Il prit son téléphone portable, composa un numéro et en attendant d'être servi, murmura, assez fort pour que Jules l'entende, « Il ne manquait plus que ça, un mendiant qui veut jouer au millionnaire. » La phrase cruelle et inhumaine frappa Jules de plein fouet. Non pas par l'offense elle-même, mais par la naturalité avec laquelle elle fut prononcée, par la conviction dans le mépris. Paul parla à la police, expliquant la situation avec une version déformée des faits, dépeignant Jules comme un suspect de fraude. « Ils sont en route », dit Paul, raccrochant le téléphone. Il regarda Jules avec un sourire de triomphe. « Vous ? Allez attendre ici, n'essayez rien. » Chloé à côté murmurait à une autre employée, ses yeux fixés sur Jules. « Je le savais. Ils viennent comme ça, déguisés, avec de vrais documents. Mais les comptes sont des prête-noms, des escrocs. Entraînés !» Jules écoutait tout, absorbant chaque mot, chaque regard. L'humiliation publique, l'injustice flagrante, tout faisait partie du plan, aussi douloureux que ce fut de le vivre. Il ne bougea pas, ne protesta pas. Il observait simplement le cirque du préjugé se dérouler autour de lui. Paul, se sentant maître de la situation, décida de renforcer sa position. « Rouvrez ce compte, Chloé. Nous allons vérifier les données. »« J'ai déjà vérifié, monsieur le directeur, » répondit Chloé un peu moins confiante maintenant. « Tout est en ordre. Nom, numéro de sécurité sociale, carte, tout correspond. »« Ça n'a pas d'importance, » rétorqua Paul, impatient. « Des gens comme lui n'ont pas ce solde. Ne vous laissez pas berner, Chloé. » La phrase « des gens comme » lui, prononcée avec la même naturalité qu'auparavant, résonna dans l'esprit de Jules. C'était la confirmation que le problème n'était pas le compte ni la fraude, mais bien qui il semblait être. Paul se tourna alors vers le vigile, qui était déjà plus proche. Gardez un œil sur lui, s'il essaie de partir, retenez-le. Et se tournant vers Jules avec un sourire condescendant, « Si vous avez quelque chose à avouer, il vaut mieux le faire maintenant. Cela vous épargnera du temps et des ennuis. » « Je n'ai rien à avouer, » répondit Jules, la voix toujours calme, mais avec un tranchant d'acier. « J'ai juste demandé à retirer mon propre argent. » Paul rit de nouveau, un son sec et cruel. « Ah, bien sûr. Et moi, je suis le président de la France. » Toute l'agence était dans un silence tendu. L'attente de la police transformait l'environnement en une scène, avec Jules au centre sous les projecteurs implacables du jugement. Certains clients secouaient la tête en signe de désapprobation, d'autres semblaient s'amuser de la scène. Mais personne, absolument personne ici, n'avait la moindre idée de qui était l'homme qu'il voyait être traité comme un criminel. Tandis que Paul retournait à son bureau en soufflant et que Chloé le regardait avec supériorité, Jules fit un mouvement discret. Il s'assit calmement, retira son sac à dos et sortit son téléphone portable. Il tapa un seul message. Court, direct. C'est l'heure. Le jeu était sur le point de changer. Le son des sirènes, encore lointain, commença à percer la quiétude tendue de l'agence. Paul Durand, avec un sourire de satisfaction à peine dissimulé, sortit de son bureau et se positionna près de la porte tournante comme un hôte attendant des invités importants. L'arrivée de la police était, pour lui, la validation de son jugement, la confirmation que son intuition, ou plutôt son préjugé, était correct. Deux policiers en uniforme entrèrent, leurs pas fermes résonnant sur le sol de marbre. Leurs regards parcoururent rapidement l'environnement, identifiant la source de l'appel. Paul gesticula en direction de Jules, qui restait assis, les mains calmement jointes sur ses genoux, une figure de sérénité au milieu du chaos imminent. « C'est lui, messieurs, » dit Paul, sa voix chargée de certitude. « Tentative de fraude. Montant élevé, comportement suspect et l'apparence, eh bien, l'apparence ne correspond pas au solde du compte. » Il fit une pause dramatique. Il a présenté de vrais documents, mais nous avons de fortes indications que le compte ne lui appartient pas. Les policiers s'approchèrent de Jules. Le plus âgé, avec des années d'expérience gravées sur son visage, l'observa attentivement. Il n'y avait aucun signe de nervosité, de sueur froide, de tremblement ou de tentative de fuite, juste un calme inhabituel. « Les documents sont-ils conformes ?» demanda le policier expérimenté à Chloé, qui s'approcha toujours avec son expression de supériorité, mais avec une pointe d'appréhension. « Oui, monsieur. Nom, numéro de sécurité sociale, tout correspond, » répondit-elle, la voix un peu moins ferme qu'avant. « Mais l'historique des mouvements du compte
et le montant qu'il veut retirer est totalement incompatible avec son profil. Le policier le plus jeune, plus impulsif, se préparait déjà à aborder Jules de manière plus incisive. « Monsieur, vous devez nous accompagner au commissariat pour des éclaircissements. » Jules leva la tête, ses yeux rencontrant ceux des policiers. Sa voix était basse mais claire et ferme. « Bien sûr, je peux vous accompagner, mais avant je voudrais montrer d'autres documents. J'ai aussi ma carte professionnelle. » Paul l'interrompit, impatient. « Carte professionnelle? Vous voyez? Il essaie de gagner du temps. C'est une tactique d'escroc. Ne perdez pas de temps, emmenez-le tout de suite. » Il se tourna vers les policiers avec l'air de celui qui donne des ordres. « Vous pouvez l'emmener. Nous formaliserons la plainte plus tard. Le service juridique de la banque s'occupera du reste. » Le policier le plus âgé hésita. Quelque chose dans le calme de Jules ne correspondait pas au profil d'un escroc pris en flagrant délit. « Quel est votre poste, monsieur ?» demanda-t-il, s'adressant directement à Jules, ignorant Paul un instant. « Je préfère le montrer quand ce sera vraiment nécessaire, » répondit Jules, gardant le mystère. Paul rit avec dédain. « Vous voyez, il ne répond pas. Il se fait passer pour une victime. Emmenez-le. » Le policier le plus âgé acquiesça, résigné. « Monsieur, acceptez-vous de nous accompagner volontairement ?»« Bien sûr, » répondit Jules, se levant lentement. Son sac à dos était toujours à ses côtés. « Mais avant, je voudrais parler à monsieur Paul, seul à seul. Juste une minute. » Paul croisa les bras, un sourire arrogant aux lèvres. « Avec moi? Vous allez essayer de me menacer? Parce que, si c'est le cas, mon ami, vous avez mal choisi. Ici, vous êtes cerné. » Jules fit un pas en avant, se tenant à quelques mètres de Paul. Toute l'agence observait, le souffle coupé. Jules, d'un mouvement délibéré, prit son téléphone portable, ouvrit un fichier et tendit le bras, montrant l'écran à Paul et au policier. Sur l'écran, un badge numérique, photo. Non. Et un poste qui fit l'air de l'agence se raréfier. Jules Martin, directeur exécutif national. Un silence absolu tomba sur l'environnement. C'était un silence lourd, chargé de choc et d'incrédulité. Le sourire de Paul se figea. La couleur disparut de son visage, remplacée par une pâleur cadavérique. Ses yeux s'écarquillèrent, fixés sur l'écran du téléphone comme s'il voyait un fantôme. Les mots disparurent simplement de sa bouche. Le policier le plus âgé s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Monsieur, cela... est-ce vrai ?» Jules, avec le même calme qu'il avait maintenu tout au long de la confrontation, baissa son téléphone. Il ouvrit son sac à dos usé et en sortit un dossier. De l'intérieur du dossier, il retira quelques documents. Une copie des statuts de l'entreprise, un contrat avec sa signature et celle du président du conseil et d'autres papiers à en-tête. « Je suis en visite personnelle, » dit Jules, sa voix, maintenant chargée d'une autorité silencieuse qui fit reculer Paul. « Nous sommes venus évaluer le service de certaines agences. Et pour votre information, monsieur Durand, l'enregistrement de tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui, depuis le moment où je suis entré, est déjà en cours d'envoi au service juridique de la compagnie. » Le silence se transforma en un embarras palpable. Les clients commencèrent à murmurer, leur regard de jugement se transformant en stupéfaction et, dans certains cas, en honte. Chloé s'éloigna lentement du guichet, comme si elle voulait disparaître. Paul Durand, le directeur arrogant, d'il y a quelques minutes, était paralysé, le masque de supériorité complètement effondré. Jules le regarda, la déception claire dans ses yeux. « J'ai demandé à retirer ce qui m'appartenait, et vous m'avez traité comme une ordure. » Le revirement était complet. L'homme qu'ils avaient humilié, accusé et appelé la police était, en réalité, l'homme le plus puissant de cette pièce. Et il avait tout vu et tout entendu. L'air dans l'agence semblait être devenu dense, presque irrespirable. Le silence qui suivit la révélation du badge numérique était plus éloquent que n'importe quel cri. Paul Durand, le directeur qui, quelques instants auparavant, exhalait. Arrogance et pouvoir étaient maintenant réduits à une figure pathétique, pâle et tremblante, incapable d'articuler un mot. Ses yeux, auparavant remplis de mépris, reflétaient maintenant une pure panique. « Et c'est bien, vous, monsieur ?» balbutia Paul, pointant le badge dans la main de Jules, comme s'il ne pouvait toujours pas croire ce qu'il voyait. Jules confirma d'un léger hochement de tête. « Oui, monsieur Durand, je suis le directeur exécutif national, et comme vous avez pu le constater jusqu'à présent, j'ai été traité comme un criminel pour avoir tenté de retirer mon propre argent. »
Le policier le plus âgé s'éclaircit de nouveau la gorge, mal à l'aise face à cette situation embarrassante. « Monsieur Martin, je crois qu'il n'y a plus besoin de notre présence ici. »« Non, » répondit Jules, s'adressant au policier avec un ton de respect qui contrastait avec la façon dont il avait été traité. « Je vous remercie de votre courtoisie. Ce n'est pas vous qui avez commis l'erreur. » Paul, retrouvant enfin sa voix, fit un pas hésitant en arrière. « Mon monsieur Martin, je ne pouvais pas savoir. Vous étiez habillé comme ça, vous comprenez, n'est-ce pas ?» Sa tentative de justifier l'injustifiable sonna creuse et désespérée. Et ce fut précisément à ce moment que Jules regarda profondément dans les yeux de Paul, le calme de sa voix remplacé par une gravité tranchante. « Je comprends parfaitement, monsieur Durand. Je comprends que vous jugez un client par ses vêtements, par la couleur de sa peau, par son accent ou par le solde qu'il devrait avoir. Et cela, monsieur Durand, en dit beaucoup plus sur vous que sur moi. » L'agence était dans un silence complet. Les clients, auparavant curieux ou jugeurs, assistèrent maintenant à la scène avec un mélange de choc et de fascination. Chloé, l'employée, était recroquevillée au fond, regardant le sol, l'arrogance d'avant complètement évaporée. Le vigile, qui avait été chargé de garder un œil sur Jules, baissait la tête, évitant le regard du directeur. Jules continua, sa voix résonnant dans l'agence silencieuse. « Depuis des années, je reçois des plaintes concernant le type de service offert ici. Des clients simples ignorés, humiliés, traités comme s'ils étaient invisibles. Et aujourd'hui, j'ai vécu cela, intentionnellement, pour voir de mes propres yeux, et j'ai vu. » Paul tenta une dernière carte, une tentative désespérée de se défendre. « Monsieur Martin, je n'ai fait que suivre le protocole. Je suis vraiment désolé. »« Si votre protocole inclut la discrimination et l'humiliation, » rétorqua Jules, sans hésitation, alors votre poste est en total désaccord avec tout ce que cette institution prône. Et vous avez déjà été averti à ce sujet à d'autres reprises. Jules reprit son téléphone et ouvrit un appel vidéo. De l'autre côté de l'écran apparut le visage d'une femme, la directrice des ressources humaines de l'entreprise. « Vous pouvez lancer la procédure, » dit Jules, sa voix maintenant officielle et froide. « Paul Durand sera licencié de l'entreprise pour faute grave et rupture du code éthique. Veuillez procéder à son remplacement immédiat. Chloé Dupont devra également être suspendue à titre préventif jusqu'à nouvelle évaluation. » Le visage de Paul s'effondra complètement. Les larmes commencèrent à monter à ses yeux. « S'il vous plaît, monsieur Martin, je suis directeur depuis 8 ans. J'ai fait une erreur, mais j'ai une famille, des enfants. » Jules inspira profondément. La douleur dans sa voix était palpable, mais il n'y avait pas de place pour la clémence. « Et combien de pères de famille avez-vous humiliés ici sans y penser à 2 fois? Combien de femmes, de personnes âgées, de travailleurs avez-vous traités comme s'ils n'étaient rien ?» Paul ne répondit pas, baissa simplement la tête, vaincu. Jules se tourna alors vers les clients qui assistaient à tout, encore sous le choc. « Aujourd'hui, je suis venu comme l'un d'entre vous, et ce fut la meilleure chose que j'aurais pu faire. » Paul était toujours en état de choc, la réalité de son licenciement s'abattant sur lui. L'homme qu'il avait méprisé et accusé était son supérieur, et maintenant sa carrière était ruinée, publiquement, devant tout le monde. « Paul Durand, à partir de ce moment, est licencié de l'entreprise », répéta la directrice des RH via l'appel vidéo, sa voix ferme et sans émotion. « Vous devrez quitter l'unité immédiatement et n'aurez plus accès à aucun système ou document interne. » Paul tenta de dire quelque chose, mais les mots ne sortirent pas. Chloé, pâle, observait depuis le côté du comptoir. Jules se tourna vers elle. « Vous savez pourquoi vous êtes suspendu, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça les yeux embués. « Désolé, monsieur, je me suis laissé emporter par le moment. »« Ce n'est pas le moment qui vous a guidé, » corrigea Jules, sa voix douce mais incisive. « Ce sont vos préjugés. » Il regarda ensuite le reste des employés, qui le fixaient avec un mélange de peur et de respect nouvellement découvert. Si quelqu'un ici pense que l'uniforme qu'il porte est synonyme de supériorité, ou qu'un client doit être bien habillé ou avoir un solde élevé pour être traité avec respect, je vous demande de revoir vos propres valeurs, ou de démissionner. L'ambiance était lourde, mais c'était maintenant un poids différent, le poids de la conscience, de la réflexion forcée. Paul, les mains tremblantes, retira son badge et le remit au vigile. Le regard fixé sur le sol, il traversa l'agence, en silence, sous les regards qui n'étaient plus d'approbation, mais de honte et d'embarras.
Jules s'approcha de Madame Dubois, qui le regardait avec des yeux écarquillés. « C'était vous tout ce temps ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui, Madame Dubois, » répondit Jules, avec un sourire doux. « Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu en tant que directeur. Je suis venu en tant que quelqu'un qui comprend ce que vous vivez. » Madame Dubois lui prit la main, émue. « Si tous les puissants étaient comme ça, le monde serait sauvé. » Jules sourit en retour. « Si chacun fait sa part, ça s'améliore déjà beaucoup. » Il se tourna vers les clients et les employés restants. « Cette agence sera réorganisée, et à partir de... Maintenant, la base sera le respect. Ceux qui veulent en faire partie seront les bienvenus. Ceux qui ne le veulent pas, la porte est la même que celle par laquelle le directeur vient de sortir. » En sortant sous le soleil éclatant du trottoir, Jules s'arrêta un instant. Il leva les yeux vers le ciel, non pas avec l'arrogance du pouvoir, mais avec l'humilité de celui qui se souvient d'où il vient. Il était entré dans cette banque comme un homme ordinaire, méprisé et jugé. Il en sortit comme un exemple vivant que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence ou à son solde bancaire, mais à la dignité avec laquelle elle traite les autres. L'un des clients s'approcha tendant la main. « Monsieur Martin, merci. Ce que vous avez fait aujourd'hui, personne ne l'a jamais fait pour nous. » Jules serra fermement la main de l'homme. « Mon poste n'est qu'un détail. Ce qui me motive, c'est le souvenir de ma mère, qui a passé toute sa vie à être traitée comme si elle n'avait aucune valeur. » Cette agence changea. L'histoire de Jules Martin, le PDG qui se déguisa en « invisible », devint une légende interne, un rappel constant que le respect n'est pas un protocole, mais une valeur fondamentale. Et Jules, de temps en temps, continuerait à porter son vieux t-shirt, ses baskets usées, et à marcher parmi ceux que la société s'obstine à ne pas voir, car c'est là, parmi les invisibles, que réside la vérité la plus pure et la plus douloureuse. Si cette histoire vous a touché, ne restez pas simple spectateur. Partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et identifiez quelqu'un qui a besoin de croire davantage en lui-même. N'oubliez pas, chaque histoire de dépassement inspire des centaines d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires qui émeuvent, inspirent et montrent que rien n'est impossible pour ceux qui ne baissent pas les bras. Et rappelez-vous, votre place est où vous voulez être. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire.